Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui présentait ce matin le programme de stabilité de la France pour les prochaines années, avec cette volonté d'accélérer le désendettement de la France. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. C'est vrai qu'il faut le rappeler, après on va revenir dans les annonces, même s'il n'y a pas de réelles annonces, il y a des objectifs chiffrés qu'on va évoquer ensemble, mais c'est ça qu'il y a un contexte monétaire et budgétaire, des conditions financières, un contexte monétaire qui a radicalement changé depuis maintenant 12 à 18 mois. Et quand on passe de taux souverain sur la dette française à 0% à des taux à 3%, c'est plus la même histoire. Exactement. Il y a dans les chiffres annoncés ce matin, il y en a un qui m'a vraiment impressionné, c'est la charge de la dette. On devrait passer de 40 à 71 milliards en 2027. Vous vous rendez compte, c'est 30 milliards de plus qu'il va falloir donner donc à ceux qui nous ont prêté de l'argent pour financer pour ces 3 000 milliards de dettes. C'est un argument massue très important en fait en faveur de la réforme des retraites. C'est-à-dire que la réforme des retraites, on disait que c'est 13 milliards à l'échelle des dépenses de l'État, c'est peut-être pas énorme, mais voilà, si malgré cette réforme des retraites, il faudra, pour financer cette dette, même s'il y a un désendettement prévu, 30 milliards de plus à horizon 2027. C'est absolument faramineux quand on compare aux dépenses publiques. Vous voyez, Bruno Le Maire a admis que ce matin, ce serait le premier poste de l'État en 2027, bien devant l'éducation nationale, l'armée, etc. Donc ça remet un peu les choses en place sur la situation financière de la France et la contrainte avec cette hausse des taux. Ouais. La France qui, Thierry, il faut le dire, fait figure de mauvais élève européen en matière de comptes publics. L'an prochain, on sera quasiment le dernier de la classe. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on est les mauvais élèves et aussi on est un peu les spécialistes des promesses de Gascon. Parce que cet exercice-là, si vous voulez, de prévoir sur les 5 ans, les 5 prochaines années, notre trajectoire budgétaire, on l'a fait précédemment et on a toujours surestimé, on s'est toujours surestimé. François Ekal, que vous connaissez bien, directeur de FIPECO, a fait l'exercice de comparer sur les 20 dernières années la trajectoire prévue de la France et la réalité. On est toujours trop optimiste. Il y a eu certes les crises de 2008 et la crise Covid, mais même en dehors des crises, on a toujours trop promis et on n'a jamais réussi en fait à arriver aux résultats affichés de Bruxelles. Donc l'exercice de Bruno Le Maire est très intéressant, mais évidemment, il doit nous laisser extrêmement sceptiques sur la réalité de ces engagements, et notamment cet engagement d'être en dessous des 3% à 2,7% de déficit à horizon 2027. Ça, c'est, Thierry, le chiffre du jour, 2,7% en 2027, niveau objectif à atteindre en termes de déficit public. Est-ce que c'est jouable, sachant que sur 2023, il a lâché le chiffre, a priori, on sera à 4,9%. Est-ce que baisser de 2 points de PIB en 4 ans, c'est la mer à boire? Est-ce que c'est compliqué? Moi, ça me semble extrêmement compliqué parce que parallèlement, il a donné des hypothèses de croissance qui montrent qu'on est dans une croissance flat, 1,6 en 2024 et 1,8 en 2027. Donc, la seule possibilité pour réduire le déficit, c'est de baisser les dépenses. Et là-dessus, l'historique de la France est extrêmement négatif. Toutes les prévisions de baisse de dépenses, toutes les opérations de réduction de dépenses ont échoué jusqu'alors. Là aussi, c'est beaucoup de promesses de Gascon. On a eu le CAP 22 d'Emmanuel Macron en 2017. On a eu précédemment la MAP, ce qu'on appelait la MAP sous François Hollande. Il y a eu beaucoup de promesses et qui n'ont pas... Il y a une espèce de malédiction de la baisse de la dépense publique en France avec tous les grands projets qui ont échoué. Donc, ce qui fait que ça nous rend sceptiques sur cet objectif parce que c'est seulement avec la baisse des dépenses qu'on peut arriver à réduire le déficit, ce ne sera pas la croissance. Ouais, croissance qui est encore une fois assez ambitieuse, entre 1,6 et 1,8% de croissance entre 2024, 2025 et 2027. On peut effectivement en douter. Après, sur la question encore une fois, il fixe le 2,7% de déficit public pour 2027. Il a donné des pistes, encore une fois, parce qu'il dit qu'il faut refroidir notre dépense publique. On comprend bien l'idée d'une croissance de la dépense publique qui serait moins importante, qui progresserait moins vite que l'inflation. Mais est-ce qu'il donne des pistes? Où se font les économies? Alors justement, Bruno Le Maire a lancé une énième opération de revue des dépenses publiques. Mais on en a fait des tonnes, pardon. Thierry, on en a fait, mais combien de fois j'ai entendu les revues de dépenses publiques? Vous avez raison, c'est pas nouveau ça. On sait où il faut couper.
c'est ce que je vous disais justement, c'est revu. Donc ça rend extrêmement sceptique parce que Bruno Le Maire relance avec, vous savez, tout un dispositif en collaboration avec des parlementaires, il y a des groupes de travail, etc. Donc ce projet a pris pas mal de retard, la Cour des comptes l'a noté, mais bon, il remet le chantier, il ouvre à nouveau le chantier. Mais effectivement, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire réussirait là où tout le monde a échoué, y compris lui en 2017, puisqu'en 2017, avec Action Cap 22, il était aussi aux manettes pour baisser la dépense publique. Il y a une incapacité, en fait, à réformer l'État et à faire en sorte qu'on coupe là où ce n'est pas nécessaire et on augmente la ressource là où c'est évidemment urgent, parce qu'on sait très bien qu'il y a des besoins dans l'éducation et la santé, par exemple. Donc, il y a cette espèce de malédiction où l'État n'arrive pas à s'organiser pour faire des économies, pour mutualiser, pour baisser dans les fonctions support. C'est extrêmement préoccupant puisque ça dure depuis des années. On a voulu s'inspirer des Canadiens. Certains l'ont fait. Les Canadiens ont fait une revue des dépenses publiques. Ils ont pu baisser leurs dépenses jusqu'à 9 points de PIB. Donc, d'autres l'ont fait. On a été incapables. On n'a pas su résister à toutes les oppositions. Et c'est extrêmement préoccupant. Parce que vous avez d'un côté des besoins. On voit bien que les besoins en santé, en éducation sont énormes. Et, donc, pour les financer, et en transition énergétique aussi. Hein. Évidemment. Donc, pour les financer, évidemment, il y a des économies. Alors, une source d'économie, ça va être les réformes des retraites, justement. Bon, ça, évidemment, ils ont tenu bon, ils devraient la faire. Mais il en faudra d'autres pour, effectivement, financer ces priorités. Sinon, l'autre financement, ce sera la dette. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Bruno Le Maire, alors on va voir ce qu'il va nous sortir. Mais si vous voulez, il part avec un capital de défiance énorme là-dessus. Il y a 15 ans d'échec de réforme de l'État. Ouais, on a une idée quand même d'où se trouvent les dépenses non essentielles, les dépenses non stratégiques, où on peut réduire la voilure? Alors, il y a quelques exemples. Il y a une comparaison très intéressante faite notamment par François Ecal et l'économiste Patrick Artus, qui ont comparé la dépense publique en France et ailleurs par domaine. Et on se rend compte que dans certains domaines, on a une surdépense par rapport à la moyenne, notamment le logement, les aides au logement. La France est championne pour inventer des dispositifs qui viennent doper le logement et qui sont jugés par tous les rapports d'économistes inefficaces. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à réformer cette affaire-là? Une des explications, c'est la puissance des lobbies. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les lobbies de l'immobilier, dès qu'on touche à une niche, se dressent en disant ça va plomber l'immobilier. Et donc, en général, on ne fait rien. Mais le sujet, il est là. C'est-à-dire que des dépenses, des milliards de plus par rapport à nos voisins dans l'immobilier, avec une efficacité extrêmement limitée. Donc voilà, le problème, c'est souvent un problème de courage politique où on sait certains domaines où on dépense plus que d'autres, mais on n'arrive pas ou on n'ose pas tailler. Thierry, après on se souvient de l'épisode de 2017 avec la coupe dans les appels en début de mandat, au moment où la fiscalité du capital était revue elle aussi. Ça n'a pas laissé de très bons souvenirs. Hein. Oui, mais justement, ça c'est une coupe absurde. C'est-à-dire que ça, par définition, c'est la coupe la plus bête qui a pu être réalisée, c'est-à-dire une baisse de 5 € qui a rapporté, entre guillemets, quelques centaines de millions d'euros à l'État et qui a été une véritable bombe politique. C'est-à-dire, c'est évidemment pas comme ça qu'on peut baisser les dépenses. Ça, c'est la dépense rabot, bête et méchante. La baisse des celle qui réorganise, qui mutualise, qui fait des économies comme une entreprise qui se restructure, fait des économies en mutualisant des services, mutualisant les dépenses informatiques. Enfin, il y a plein de pistes pour le recouvrement des impôts. Par exemple, certains veulent que l'URSSAF, qui est beaucoup plus efficace que Bercy, recouvre beaucoup plus de cotisations sociales. Par exemple, celle des retraites. Il y avait un projet pour qu'elle recouvre celle des retraites complémentaires. Bon, ils ne l'ont pas fait. Ça pouvait être une source d'économie. Si vous voulez, souvent les économies, elles sont dans la réorganisation. Elles ne sont pas dans les coupes bêtes et méchantes. Et là, en l'occurrence, l'APL que vous rappelez, c'était une coupe bête et méchante. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire sinon Magazine Challenge qui sort aujourd'hui en kiosque? La couverture. Alors cette semaine, c'est un spécial Amérique. Amérique, la toute-puissance. On a regardé comment l'Amérique de Joe Biden revient à fond dans la course économique et notamment dans l'industrie. C'est absolument impressionnant de voir le nombre de projets industriels depuis l'arrivée de Joe Biden qui se chiffrent
en milliards, voire en dizaines de milliards. Et donc, il y a évidemment ce grand plan, l'AIRA, dont on a beaucoup parlé, mais qui devrait fortifier l'économie américaine. Et c'est un appel en creux à l'Europe à se réveiller, parce qu'on voit bien que l'Amérique est en train de faire la course en tête, notamment dans l'industrie. Voilà, c'est à lire tout le week-end tranquillement, le magazine Challenge. Merci beaucoup Thierry Fabre. Merci beaucoup. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Merci Thierry, salut. À bientôt, au revoir.